Un accord hier sur un principe d'un plan de relance au sein de ce Conseil européen. Pas d'accord en revanche sur les modalités. On va y revenir, mais sur le plan politique, est-ce que c'est pas là un nouvel aveu d'impuissance de l'Union européenne? Non, je ne le crois pas du tout, car un accord sur un plan de relance dont on ne connaît pas exactement encore le montant, mais les chiffres commencent à circuler, plus de 1000 milliards d'euros. Je le répète pour nos téléspectateurs, un accord sur un plan de plus de 1000 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Alors bien sûr, il s'agit maintenant de mettre les modalités en place, mais surtout de définir très précisément, et c'est la mission qui a été confiée par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement à la Commission, et notamment à moi-même, en tant que commissaire au marché intérieur, c'est-à-dire de définir maintenant très précisément le montant exact que doit avoir ce fonds, et pour ce faire, l'analyse précise des dommages, je le dis, que le coronavirus a créé à l'industrie, à toutes nos industries, en particulier celle du tourisme. Donc cette analyse, elle est en train d'être finalisée, secteur par secteur, l'automobile, l'agroalimentaire, le textile, évidemment le tourisme, etc. Et une fois qu'on aura fini ce chiffrage, et croyez-moi, on l'aura fini dans les jours qui viennent, je pense que d'ici une semaine on y verra clair, à ce moment-là, on pourra revenir vers les chefs d'État et de gouvernement et leur dire voilà exactement l'enveloppe dont l'Union européenne, dans son ensemble, a besoin. Je le dis, tous les pays, y compris l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas le premier sou pour se financer son plan. Il va falloir qu'elle emprunte. Les Pays-Bas non plus. La France non plus. Donc tout le monde va avoir besoin d'un fonds de cette nature. Et bien à ce moment-là, je pense qu'ils tomberont tous d'accord, tous les chefs d'État et de gouvernement, pour effectivement arrêter les modalités de ce fonds. On y va étape par étape, mais on avance. Alors Thierry Breton, pour savoir justement précisément de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous dire d'après vous à quel niveau sera la récession dans l'Union européenne en 2020? Ça va coûter combien de points de PIB cette crise du coronavirus? Bien évidemment, tout va dépendre de la vitesse avec laquelle l'économie va repartir. Je le rappelle, nous sommes encore dans la pandémie. On n'en est pas encore sorti du tout. À combien vous chiffrez cela? On va apprendre à vivre pendant encore un certain nombre de mois avec. Aujourd'hui, sur l'Union européenne, on est à peu près entre 5 et 10, c'est-à-dire aux alentours de 7,5%. 7,5% de récession, d'accord. Mais évidemment, c'est aujourd'hui. Et si jamais les choses ne vont pas mieux, et si notamment on a un second pic, eh bien, évidemment, ça peut s'aggraver. D'où la nécessité absolue de procéder au déconfinement de façon très progressive et en écoutant en permanence les autorités de santé, je le redis. Alors justement, ce plan de relance, et vous notamment qui allez en avoir la charge, ça pourrait passer par un fonds de soutien. Vous avez parlé de 1000 milliards, ça pourrait même être davantage. Vous aviez évoqué 1500 milliards. Sous quelle forme? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Est-ce que ça doit être des prêts ou est-ce que c'est des subventions, des dons, comme le souhaitent certains pays, pour ne pas, encore une fois, alourdir justement le fardeau de certains pays en difficulté? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors d'abord, avec mon collègue Paolo Gentilini, qui est le commissaire aux affaires économiques, nous avons estimé effectivement qu'il faudrait en gros autour de 1500 milliards. Je rappelle qu'on a déjà 500 milliards qui sont acquis, c'est les 500 milliards qui ont été discutés au sein de l'Eurogroupe et qui, eux, sont acquis. Et puis, donc, si on rajoute effectivement ces 1000 milliards dont on vient de parler, on retrouve bien effectivement l'enveloppe autour de 1500 milliards. Donc, on pense que les chiffres sont là. Et évidemment, derrière, il y a deux types d'actions qu'il faudra faire. D'abord, des interventions en direct. Et j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure sur les restaurants, sur les hôtels. Il va falloir intervenir directement dans la trésorerie. Donc là, ce n'est pas des prêts qu'il faut, c'est l'intervention directe. Et puis, on peut aussi avoir des prêts pour des investissements à plus long terme, mais des prêts sur du très, très long terme, j'insiste. Il ne s'agit pas d'avoir des prêts à 6 mois. Non, c'est un fonds de cette nature pour qu'il fonctionne. Et s'il émet des prêts, c'est plutôt des obligations à 20 ou 30 ans pour pouvoir avoir le temps, effectivement, que tout revienne normal et surtout qu'on déstresse, si vous me pardonnez cette expression, le poids, évidemment, sur la dette de tous les États. Et je le répète, y compris des États du Nord. Justement, qu'est-ce que vous dites à ces États du Nord? On a évoqué l'Allemagne, mais Angela Merkel semble avoir fait un pas en avant. Des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, qui ne veulent pas payer pour certains pays du Sud. Vous leur dites quoi ce matin, Thierry Breton? Mais personne ne leur demande de payer. Personne. Je crois qu'il faut juste arrêter cette dialectique. C'est une dialectique du passé. Là, on est tous égaux devant le virus. On parle uniquement des montants nécessaires
pour cette crise-là, pas celle du passé. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est sain, en matière de management des finances publiques, des finances collectives, de bien différencier le passé et cette crise. Tout le monde doit emprunter pour cette crise. Les Pays-Bas, les premiers. Et donc, on dit qu'il faut juste que chaque pays de l'Union européenne ait un accès égal à cet emprunt. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire on va emprunter pour régler les dettes du passé. Non, non, non. C'est juste pour payer ce qu'il faut payer aujourd'hui pour préserver notre tissu industriel qui est très intégré, celui des Pays-Bas comme celui de l'Italie, comme celui de l'Allemagne, comme celui du Danemark, et également avoir les moyens pour repartir ensemble. L'autre outil, Thierry Breton, c'est quand même pas rien. L'autre outil, c'est le budget européen. Est-ce qu'il faut accroître ce budget européen avec des pays les plus riches qui pourraient contribuer davantage? C'est une autre solution. Ça, vous y êtes favorable? Non, les pays les plus riches, encore une fois, je crois qu'il faut arrêter avec les pays riches qui contribuent pour les pays pauvres. On n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est précisément, c'est toute, je crois, l'intelligence de ce qui a été proposé, et précisément, et qui est négocié. Il s'agit effectivement peut-être d'abriter ce fonds dans le cadre du budget communautaire. C'est une très bonne idée. On va regarder si ça peut fonctionner. Ou alors, d'un fonds qui sera autonome, eh bien, ce sera au chef d'État et de gouvernement de décider. Nous, en tout cas, à la Commission, on va, je le répète, bien calibrer les besoins, et deux, faire des propositions de ce fonds, y compris dans le budget européen, ce qui serait une très bonne chose. Mais encore une fois, il faut que ce soit un fonds spécifique, bien dédié, aux contours bien déterminés, et uniquement pour faire face aux besoins immenses que la crise a générés dans nos économies et donner les moyens d'un plan de relance. Alors Thierry Breton, hier, Bruno Le Maire a annoncé que la France n'accorderait pas d'aide aux entreprises basées ou ayant des filiales dans les paradis fiscaux. Est-ce que la même règle pourrait s'appliquer pour les aides européennes? Alors, là, encore une fois, on n'a pas du tout encore arrêté la gouvernance. Ce sera discuté. Ça me semble être une sage résolution qu'a prise le gouvernement français par la bouche de Bruno Le Maire. Donc vous y êtes plutôt favorable, on l'entend. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a le tourisme. Il y a bien sûr aussi le transport aérien. Vous avez dû l'entendre, le patron de la compagnie Ryanair menace de ne pas faire redécoller ses avions s'il est obligé de laisser un siège vide entre deux sièges pour cause de distanciation sociale, à moins que l'État irlandais lui paye ce billet d'avion. Qu'est-ce que vous lui répondez au patron de Ryanair? D'abord, je ne vais pas m'adresser à telle ou telle entreprise. Je veux juste dire que tout le monde sait bien que s'il y a un secteur où la santé, la sécurité des passagers est plus important que tout, et j'allais presque dire n'a pas de prix, c'est bien le transport aérien. Je pense que le patron de l'entreprise à laquelle vous faites référence ne sera pas l'oublier. Combien de temps vous estimez qu'il faudra à l'Union européenne pour retrouver le niveau de richesse d'avant la crise, Thierry Breton? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Et pas uniquement au niveau de l'Union européenne, au niveau du continent, je le rappelle, de la planète, je veux dire. Je vous rappelle, cette crise est une crise planétaire. C'est une crise planétaire. Nous sommes tous, égaux devant ce drame. Et évidemment, personne ne peut dire combien de temps il faudra, si c'est une courbe en V, si c'est une courbe en U, si c'est une courbe en L. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Nous, en tout cas, ce que nous faisons à l'Union européenne et moi-même, en tant que commissaire au marché intérieur, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le plus vite possible faire en sorte que nous préservions l'intégrité totale de notre tissu économique et en particulier celui des PME qui est tellement important dans toute l'Union européenne et en particulier en France. Alors Thierry Breton, vous avez un portefeuille extrêmement large, vous êtes aussi en charge du numérique. Il y a des applications de tracking, comme on les appelle, qui vont être mises en place pour lutter justement contre cette épidémie. Quelles sont les lignes rouges que vous fixez en matière de protection des données et de la vie personnelle des citoyens européens? Alors, elles sont très claires et ce qui est très important, c'est qu'elles ont été discutées, négociées et acceptées à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, par l'ensemble des 27 États membres. On les a logées dans une sorte de feuille de route, qu'on appelle une toolbox en anglais, c'est-à-dire des lignes effectivement qu'il faut suivre, que l'on peut suivre, et celles que l'on ne peut pas dépasser. C'est quoi Alors d'abord, les lignes rouges, c'est interdiction pour nous, absolue, de faire du géotracking, c'est-à-dire de la géolocalisation, du suivi en quelque sorte, à leur insu, ou même volontaire, de la part de nos concitoyens par des applications. Ça, c'est la ligne rouge. Il n'y en aura pas. En revanche, sur la base du volontariat, et uniquement sur la base du volontariat, la possibilité d'utiliser son smartphone pour pouvoir y télécharger, encore une fois de façon volontaire, des applications qui vous diront une seule chose, qui vous diront, lorsqu'elles seront allumées, et quand vous les laisserez allumer,
Si jamais vous avez croisé, à un moment ou à un autre, quelqu'un à moins de 2 mètres qui se révèle être porteur de la maladie quelques jours plus tard, eh bien vous recevrez un SMS des autorités de santé en disant « Nous vous conseillons d'aller vous faire tester ». Voilà, c'est tout. C'est ça nos lignes rouges. Ni plus ni moins, mais ça peut beaucoup aider, cette application, précisément pour rompre les chaînes de diffusion, notamment en phase de déconfinement. Thierry Breton, vous avez parlé du tourisme, c'est évidemment l'une de vos priorités. C'est 10% du PIB européen, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce matin, vous êtes capable de nous dire si cet été, des Espagnols pourront aller en vacances en Grèce, des Italiens venir en France? Où est-ce qu'on en est? Je ne suis pas capable de vous le dire, mais je le souhaite. Et nous y travaillons. Je ne suis pas capable, encore une fois, parce que ça va dépendre évidemment des recommandations que nous aurons des autorités de santé partout, dans tous les endroits en Europe où les foyers sont encore actifs. Donc on le regarde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cet après-midi une réunion du G20 avec l'ensemble des ministres du tourisme des 20 plus grands pays de la planète pour arrêter ensemble les premières modalités de ce qu'il convient de faire, y compris en ce qui concerne le passage aux frontières. Et la semaine prochaine, une réunion des 27 ministres du tourisme, auxquels j'assisterai moi-même également, où je vais leur demander, et nous demander à nous tous, de travailler ensemble le plus vite possible pour commencer à mettre en commun précisément l'ensemble des contraintes, des directives que l'on souhaite voir appliquées et les harmoniser. Dernier mot sur les masques. Première question d'ailleurs, est-ce que vous en portez un? Est-ce que l'Europe va bientôt être autosuffisante en termes de production de masques? À quand cette autosuffisance? Un sur moi, évidemment. Là, je ne le mets pas, évidemment, pour les raisons que vous comprenez, mais c'est normal. Et notamment, lorsque l'on est dans des lieux, entre guillemets, publics, je pense que c'est recommandé. Alors, l'Europe ne va pas faire de recommandations de cette nature. Je rappelle que l'Europe n'a pas de pouvoir en matière d'autorité de santé, de préconisation de santé. En revanche, c'est la responsabilité des États donc que de le faire. Mais là encore, je constate que de plus en plus, on va très certainement harmoniser la façon dont on se préoccupe de cette question. Et juste en un mot, l'autosuffisance, la production de masques, vous l'avez dit, est-ce que l'Europe va être autosuffisante en termes de production de masques? Oui, on a progressé énormément. Je me rappelle, au début de la crise, il y avait 10 entreprises en Europe qui produisaient des masques. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, c'est 500 entreprises, je dis bien 500 entreprises qui produisent des masques sur l'ensemble du continent européen. Donc oui, je pense qu'on va pouvoir, à un horizon assez proche, arriver à une autosuffisance.